Alors après les États-Unis, la Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara était d'ailleurs à Paris reçu par le président Nicolas Sarkozy ces derniers jours. Alors sur place dans le pays, la situation semble un petit peu plus calme. C'est vrai qu'après il n'y a pas eu d'incident majeur après les élections 9 mois après la crise post-électorale et la comparution devant la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo. Néanmoins, l'ONU reste très inquiète concernant les droits de l'homme et également Human Rights Watch qui a rendu un rapport. Que dites-vous, vous, Chloé ? Donc, je voulais vous faire part de ce que ce rapport dit, un rapport donc d'octobre 2011, qui revient sur les élections du 28 novembre 2010, qui fait suite à une décennie d'impunité, puisque sous la présidence de Laurent Gbagbo, on avait une véritable confiscation du pouvoir avec une manipulation des concepts d'ethnicité. Et donc, suite aux élections, Laurent Gbagbo, qui donc a refusé de quitter le pouvoir alors que c'était Alassane Ouattara qui avait été déclaré vainqueur, ces forces se sont engagées dans un conflit et dans une répression des adversaires, donc du soutien de Alassane Ouattara. Il y a eu des enlèvements, il y a eu des viols collectifs, des postes de contrôle ont été mis en place, des quartiers ont été attaqués et des exécutions également ont eu lieu. Alors, il ne faut pas non plus stigmatiser, c'est-à-dire que les violences, elles ont eu lieu des deux côtés. Le camp d'Alassane Ouattara a aussi commis des exactions. À partir du mois de mars 2011, il y a eu des massacres qui ont lieu, des exécutions et également des actes de torture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des ONG appellent aussi pour que l'ensemble des crimes soient examinés. Donc, les crimes qui ont été commis en 2011, mais il y a aussi une volonté d'étendre les enquêtes également à toutes les exactions qui ont pu être commises depuis 2002. En sachant que le rapport de Human Rights Watch conclut au fait qu'il y ait eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis sur place, puisque l'ensemble des crimes qui ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique de la population civile. Et c'est donc dans ce cadre que la CPI a été saisie. La Côte d'Ivoire n'est pas partie au statut de la Cour pénale internationale, mais en 2003, il y a eu une déclaration d'acceptation de la compétence en vertu de l'article 12-3 du statut de Rome, qui permet donc à un État, même qui n'est pas parti au statut, de transférer une affaire au procureur. Une déclaration d'acceptation qui a été confirmée par Alassane Ouattara en 2010. Et donc, comme vous devez le savoir, Laurent Gbagbo a effectivement été donc transféré à la Cour pénale internationale. Et donc, pour l'instant, on en est donc devant la chambre préliminaire et il devrait être jugé d'ici quelques mois. Alors, l'avocat qui va maintenant plaider est ivoirien d'origine tchadienne. Il est inscrit au barreau d'Abidjan. Il est spécialisé en droit des affaires, principalement dans le domaine du conseil. Aujourd'hui, il vient plaider devant vous la défense des victimes qui ont été tuées. Alors pourquoi venir ici? Eh bien, dit-il, pour faire entendre ce que beaucoup essaient d'étouffer. Le linge sale se lave en famille. Maître Arsieric Djeladje. Admet communément en Afrique que les morts ne sont pas morts et que leurs paroles s'entendent notamment, selon le mot du poète, dans le rocher qui geint ou dans l'herbe qui pleure. Pour moi, je n'ai jamais entendu aucun mort parler autrement que par le truchement d'un enregistrement réalisé avant son décès ou encore par le canal d'un vivant. C'est précisément parce que sans ces moyens, les morts sont réduits au silence que j'ai décidé de porter la parole de deux d'entre eux, Bamba Mamadou et Alain Bondé, qui ont été tués durant la crise dite post-électorale survenue en République de Côte d'Ivoire entre la fin de l'année 2010 et le milieu de l'année 2011. À travers ces deux symboles, je voudrais parler la parole de toutes les autres victimes de cette crise, mortes ou vivantes, qui ont souffert de graves violations des droits humains dans des conditions inhumaines que j'aurais préféré n'avoir jamais à évoquer. Depuis le 19 septembre 2002, point de départ d'une longue crise militaire, politique et économique, la Côte d'Ivoire est le théâtre de violations des droits de l'homme allant crescendo. Ces violations ont connu leur paroxysme à la suite de l'élection présidentielle contestée des mois d'octobre et novembre 2010, notamment à Abidjan au sud, mais surtout à Diokoué à l'ouest. Pour rappel, la contestation opposait
l'ancien président Laurent Gbagbo, donné vainqueur par le Conseil constitutionnel ivoirien, et l'actuel président Alassane Ouattara, reconnu par la communauté internationale. La première scène que je vais décrire s'est déroulée à Djamé, l'une des 10 communes d'Abidjan. Dans cette matinée du 19 janvier 2011, Bamba Mamadou est pris en chasse par un véhicule des forces de défense et de sécurité, FDS, de Laurent Gbagbo. Il est poursuivi, traqué comme un gibier de chasse à court. À bout de souffle, Bamba Mamadou est acculé. Il est aux abois, au beau milieu de la route, et se met à le rouer de coups de pied, de coups de crosse. L'un d'entre eux, lui assénant des coups du tranchant d'une machette bien aiguisée, se met à le taillader, pour citer un témoin oculaire, comme on s'acharne sur un arbre. Bamba Mamadou se vide de son sang. L'un de ses bourreaux le tire sur le bas-côté, lui tire une balle dans la tête. Au bout de ses souffrances, Bamba Mamadou tire sa révérence. Deuxième scène, aux abords du village de Daoundrou, dans la région de Diokoué, à l'ouest du pays, le 25 mai 2011. 12 villageois qui avaient trouvé refuge dans la forêt à la suite de l'attaque de leur village sont sur le chemin du retour. Aux environs de 10 heures, ils sont à quelques kilomètres de leur village. Ils tombent sur un poste de contrôle des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, d'Alassane Ouattara. Âgé de 17 ans, l'un des villageois, Alain Bondé, porte un t-shirt à l'effigie de Laurent Gbagbo. L'erreur lui sera fatale. Alain Bondé est interpellé. On lui reproche d'arborer le t-shirt de campagne du candidat Gbagbo. Sa réponse, à savoir qu'il n'a pas d'autres vêtements à se mettre, ne satisfait pas ses interlocuteurs, bien au contraire. Les FRC le ligotent solidement, le font tomber par terre, les mains nouées dans le dos. L'un d'entre eux s'approche d'Alain, un coutelas à la main, et se met à le trancher la gorge. Alain Bondé rend l'âme dans une mare de sang, égorgé tel un vulgaire animal de ferme devant 11 témoins terrifiés et impuissants. Figurez-vous, Bamba Mamadou et Alain Bondé, implorant la clémence de leurs bourreaux. Imaginez leurs cris et râles d'agonie, et vous n'aurez qu'une faible idée du drame qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire durant cette période. Pour en donner une image un peu plus vivante ou beaucoup plus macabre, c'est selon, l'on pourrait multiplier à l'envi les exemples de violations des droits humains en Côte d'Ivoire durant cette période. Atteinte au droit à la vie, comme celle dont a été victime Hubert Goubo-Dripier, immolé par le feu le 29 mai 2011 à Yopougon, à Abidjan. Disparition forcée, c'est l'exemple de Daou Sanogo et Doumbia Boubacar, disparus à la suite de la manifestation du 16 décembre 2010, organisée à Abidjan pour exiger le départ de Laurent Gbagbo. Violence sexuelle, c'est l'exemple du viol de ces 2 lycéennes âgées de 15 et 18 ans, sexuellement abusées à Maple, dans l'ouest du pays, au mois de janvier 2011, ou encore tortures et actes dégradants, comme la maltraitance de Pascal Affinguesson, président du parti de Laurent Gbagbo, ou de Michel Gbagbo, fils de l'ancien président ivoirien, dont les images avilissantes ont été publiées sur Internet. Au total, plus de 3000 civils ont été tués, suivant des critères d'appartenance tribale et ou d'orientation politique avérée ou présumée, surtout à l'ouest du pays, où les humanitaires s'accordent à reconnaître qu'il a été commis un massacre à grande échelle, une vaste campagne de violation systématique des droits de l'homme. Dans la seule ville de Dioko, on a ici dénombré entre 800 et 1000 corps sans vie, pour la plupart des membres de l'ethnie guéré, supposés loyaux à l'ancien président Laurent Gbagbo. Dire que le préambule de la Constitution actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire proclame l'adhésion aux droits et libertés définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Nous sommes forcés et peinés de constater l'échec de l'État de Côte d'Ivoire dans l'accomplissement de sa mission régalienne de protection des personnes habitant sur son territoire. Nous sommes également forcés et peinés de constater l'échec de la communauté internationale dans sa mission de gendarme du monde et de protecteur international des droits humains. Sauf qu'à l'analyse, il s'agit non pas d'un échec, mais bien plutôt d'une démission. Qui pourra croire, en effet, que la communauté internationale a été surprise par ces événements funestes que tout laissait présager? Qui pourra croire que les analystes des États-Unis d'Amérique, de la France et de l'Organisation des Nations Unies n'ont pas entendu le bruit des boîtes qui claquaient, le bruit des armes qu'on fourbissait, celui des chars qui vrombissaient? Qui? Car
Bien longtemps avant l'élection présidentielle de 2010, ils savaient, ces fins adeptes de géostratégie ethnopolitique, que les deux camps en conflit étaient en train de se suréquiper en armement lourd et léger et de recruter à tour de bras, à coups de propagande, d'invectives, de billets de banque. Ils savaient qu'à l'ouest du pays, les tensions entre groupes ethniques et religieux avaient été exacerbées par les clivages politiques et que le tout, sur fond de conflits fonciers opposant les autochtones guerriers aux halogènes d'Ioula ou Baoulé ou même burkinabé, constituait une poudrière qui n'attendait que la première étincelle pour exploser. Pour s'en convaincre, il suffirait de parcourir le rapport publié en 2011, en avril 2011, par le groupe d'experts commis par l'ONU pour enquêter sur les violations de l'embargo sur les armes en Côte d'Ivoire, lequel n'a été rendu public que 7 mois après sa transmission aux Nations Unies en septembre 2010. Au terme de l'article 6 de la résolution 1975 de l'ONU, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a pour mandat notamment de protéger les civils menacés d'actes de violence physique imminente dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement. Il faut croire que pour les soldats de l'ONUCI, se trouver à seulement 1 kilomètre du site principal des massacres, comme ce fut le cas à Djokwe, c'est être encore insuffisamment déployé pour agir en conformité de son mandat. Les forces impartiales ont observé une réserve pudique, une prudente inertie devant ces petits meurtres, ces petits massacres en famille, pour citer ou paraphraser le titre d'une mini-série télévisée française. À la vérité, elle ne devait pas se sentir excessivement concernée par cette affaire entre Ivoiriens. Et c'est pourquoi, sous prétexte de lessive familiale, la force française licorne et les casques bleus ont laissé les Ivoiriens et leurs coopérants ou supplétifs déchiqueter le linge sale, le mettre en lambeaux avant de le tremper dans le sang d'innombrables innocents sur les yeux impassibles et indifférents. Si j'ai choisi d'évoquer, dans le cadre de ce mémorial, cette mémorable démission, c'est bien pour que soient sanctionnés un jour les auteurs et complices de cette omission de porter secours. Seulement, il reste qu'un tel procès ne saurait avoir lieu qu'à la suite et à la remorque de celui de l'ennemi public numéro 1 en Côte d'Ivoire, l'impunité. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, mes très chers confrères, en République de Côte d'Ivoire, certains parmi les bourreaux d'hier sont devenus les héros d'aujourd'hui. On les voit se congratuler avec force, nominations et décorations. Ils ont revêtu de gants de laine blanche leurs mains encore tachées de sang. Or, le sang appelle le sang. Les exactions appellent la vengeance et la vengeance appelle de nouvelles exactions. L'unique moyen de mettre un terme définitif à ce cycle pernicieux consiste à identifier les auteurs des violences et violations qui viennent d'être évoquées, les poursuivre, les juger et les sanctionner. À cet égard, la Cour pénale internationale a réalisé une avancée notable sur le chemin de la justice en décidant l'ouverture d'une enquête sur ces violences post-électorales. En attendant que tous les coupables, quelle que soit leur origine, leur chapelle politique ou leur position dans la chaîne de commandement, soient punis, les voix de Bamba Mamadou, d'Alain Bondé et des autres victimes seront portées haut et fort. Elles seront portées sur la place publique, jusque dans les tours d'ivoire de ceux qui ont laissé faire pareil carnage, troublant leur tranquillité, dérangeant leur quiétude. Car si le linge sale se lave en famille, il se porte en public.